C'est parti. Donc l'idée, voilà, de faire une petite table ronde. Donc déjà, on va la commencer en reprenant parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais c'est normal. Donc directement, on va passer sur un petit peu des premières questions donc, aux invités. Donc voilà, assez rapidement, je vous propose de répondre voilà, à des petites questions qu'on vous a préparées et après on passera sur des questions salles et un échange voilà, assez classique. Donc je voulais commencer par Joséphine donc, ce matin. Une petite question avec donc, quelque part votre vision de comment dire, cette vision aussi internationale, quelque part, complètement, intercontinentale même. Quel est, selon vous, le frein, je dirais, au développement des TCS en bio aujourd'hui? Du côté de la recherche. Tout à Enfin, fait. la Tout à recherche fait. et des... enfin, les freins, nous, ce qu'on a observé, c'est quand on fait un labour, on fait reset. Donc, en fait, ça permet quand même une certaine stabilité. Il y a l'effet climatique tous les ans, bien sûr, ça ne fait jamais la même année, mais quand même... Et quand on passe en non-labour, on n'a plus cet effet reset. Il y a eu un problème, hop, je laboure et on n'en parle plus. Et donc, on va accumuler aussi, potentiellement, des choses positives ou négatives. Donc, en fait, ça, c'est un des premiers freins. C'est pas si évident. Hein. Et donc, nous, ce qu'on voyait dans nos essais, c'est qu'il faut longtemps avant que les sols se modifient, etc. Qu'il y a des années où tout est remis à zéro. Donc, il y a aussi cet effet un peu accumulation des fois d'échecs. Il faut 15 ans, mais 15 ans d'une vie. Enfin, moi, je suis pas agriculteur, mais même 15 ans de recherche, c'est long. Donc, des fois, on est découragé. Enfin, donc, voilà, je pense que ça joue aussi l'effet temporel. Il y a ça, il y a ça. Il y a la génétique, on l'a vu, les variétés. Il y a plein de travaux aux États-Unis pour adapter aussi les variétés des couverts pour qu'ils soient plus efficaces pour la bio, pour le roulage, pour le semi-direct. Enfin, voilà. Donc, il y a la génétique de la culture, la génétique des couverts. Donc, ça, c'est des freins avec ce qu'on a. Et puis, on a vu plein de choses d'agriculteurs super intéressants, avec des choses où on fissure, on travaille, etc. Ça vaudrait le coup. Alors, je dis pas ça pour le conseiller qui a dit qu'il n'avait pas le temps. Je comprends, c'est lourd. Hein. Mais d'aller un petit peu plus voir le sol quand même avant et pour vraiment caler. Et je crois que vous l'aviez dit, quelques centimètres, ça change tout des fois. Et donc, voilà, l'idée, est-ce que c'est bien de fissurer un sol? Bah, allons voir avant où on fissure, quelle profondeur. Allons pas faire des choses qui finalement vont dire bah ça marche pas, mais parce que c'était pas le voilà donc l'observation du sol. Mais je dis pas que c'est facile. Et puis si on pouvait capitaliser avec un peu plus de mesures tout ce que font les agriculteurs, nous les chercheurs on serait très contents de gérer ça Ok. parce que c'est très intéressant. Donc, si je résume, un petit peu de patience face à l'inertie des systèmes agricoles, du coup, tous ces aspects génétiques, et puis après, encore, on revient sur des aspects de méthode d'observation, méthode d'échange, Ce que etc. vous disiez tout à l'heure, quoi, de Ah bah, capitaliser un petit peu plus, compter un peu plus, pas faire de la recherche, mais ça serait voilà. très bien, merci. Du coup, Yves, ici présent, est-ce que tu peux, voilà, donc en l'occurrence, toi, tu observes depuis pas mal d'années les sols donc, de l'Ille-et-Vilaine notamment, mais du massif armoricain, donc en grande partie les limons qu'on a ici en Mayenne, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un agriculteur qui dit, voilà, je veux faire de la réduction du travail du sol en bio, quel serait, je dirais, ton conseil numéro un, ton point de vigilance numéro un? En fait, ça dépend d'où on part. Puis après, je dirais, c'est simple, hein, c'est une seule phrase, hein, éviter le travail du sol inutile, c'est tout. C'est bien, c'est court, c'est concis. Merci Yves. Enfin, sans déconner, c'est en fait, c'est avant tout, je trouve, le travail du sol, c'est une des facettes de l'agriculture. Il y a il y a quatre piliers. Il y a le travail du sol, effectivement. Il y a la question de l'hydraulique, la maîtrise de l'hydraulique. C'est un facteur fondamental. Il y a la question de la gestion organique. Donc là, on en a abordé, c'est le gros du sujet. Et enfin, il y a la question également des équilibres acido-basiques, éviter l'acidification. Donc en fait, le travail du sol, c'est une des composantes et ce n'est pas la seule composante. Donc il faut assurer ces quatre piliers-là. Et ensuite, on peut commencer à parler fertilisation uniquement à ce moment-là. Très bien. Merci. Alain, si tu veux prendre la suite, je vous donne le petit truc orange. Hop là. Alain, toi, une question un peu. Vous avez tous des questions difficiles. Hein. J'aimerais pas être à votre place. Alain, quel est l'avenir de l'ABC? Est-ce que l'avenir est l'avenir. Pardon. Est-ce que l'ABC est l'avenir de l'agriculture? Oui,
vaste programme. En fait, moi, si je m'occupe de tout ça, c'est parce que j'aime travailler avec des plantes, des sols, des arbres, des machins. Ça me fait plaisir. Mais si avec ça, je ne le ferais pas, parce que quand même, c'est fatigant, et je pourrais me contenter de mon jardin. Donc, si je le fais, c'est en fait parce que j'ai un objectif plus vaste, et je crois vraiment que je dirais que c'est l'agroécologie qui est l'avenir de l'agriculture. Je ne dis pas que c'est la solution. J'aime pas les gens qui ont des solutions. Mais c'est une voie, c'est une voie d'évolution. Et en agroécologie, vous savez, c'est différent de l'agriculture bio, où on est ou on n'est pas bio, suivant qu'on respecte le cahier des charges ou non. L'agroécologie, c'est une transition où chacun peut évoluer à son rythme et dans laquelle il y a deux grandes voies, à mon avis, qui dominent. L'agriculture de conservation ou de travail réduit du sol, d'une part, et l'agriculture bio de l'autre. Alors chacune ont des forces et des faiblesses, on les connaît. L'agriculture de conservation restaure la fertilité des sols, la vie des sols, etc. Mais elle continue à employer des pesticides que les citoyens n'aiment pas trop, même si au fil du temps, ils en emploient de moins en moins. Mais bon, le Roundup, le citoyen moyen fait un blocage là-dessus. Bon, à tort ou à raison d'ailleurs. Et puis la bio conventionnelle, qui d'ailleurs s'industrialise de plus en plus, n'utilise pas de pesticides ni de produits de synthèse, mais souvent elle laboure, est attachée même au labour, au travail intensif du sol pour le désherbage, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'adventices, etc. Donc si on pouvait fusionner les deux, pour moi c'est le Graal. Et c'est aussi une façon d'assurer une transition de l'ensemble de la société, parce qu'on emploie moins d'énergie. Le labour, c'est ce qui demande le plus d'énergie dans toutes les façons culturelles. Et puis, dans les intrants, c'est l'azote de synthèse qui demande des quantités énormes de gaz, donc d'énergie fossile pour sa synthèse. Donc, si on fait plus ces deux choses-là, on fait des économies d'énergie fantastiques. On restaure les sols, on séquestre du carbone dans les sols, je pense presque automatiquement, si on travaille bien en tout cas. Et donc, on produit des aliments de qualité et on restaure la biodiversité. Moi, je vois la biodiversité pas seulement fonctionnelle, pas seulement les carables et les alliés des cultures ou la vie du sol qui est restaurée, mais la vie explose. Après un an, on a plein d'oiseaux qu'on n'avait jamais vus dans la ferme, y compris des espèces rares parfois, plein de mammifères, plein d'insectes, plus de papillons, etc. Bon. Et finalement, quand on passe à ce système-là, tous les indicateurs environnementaux définis par la Commission européenne, ils passent tous au vert d'un coup. C'est magique. Alors oui, ça a l'air quand même très séduisant. Et donc je pense que oui, l'agroécologie, avec son sous-système, l'ABC, parce qu'il n'y a pas qu'un système de production dans l'agroécologie, et des aspects économiques, sociaux, etc., c'est l'avenir de l'agriculture. Très bien, merci. Maintenant, une petite question pour nos trois producteurs qui ont témoigné en début d'après-midi. Donc, Philippe, Julien et puis Patrice, pas Fabrice, pardon, encore une fois. Une question pas facile. Comment, donc il y a dans la salle des gens qui peut-être viennent de découvrir l'ABC, c'est normal. Et du coup, comment et par quoi débuter en ABC? C'est difficile, en juste 1 ou 2 minutes chacun. Où tu veux prendre? Allez. Tout simplement, ton voisin, il vient à côté, voilà, il vient par-dessus la haie, comme on dit, il passe te voir, il dit, bah voilà, je veux passer en bio et passer en ABC direct. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, je dirais, je me référais à mon expérience que j'ai pratiquée et éviter de faire mes bêtises. Ouais, comparé à d'autres agriculteurs qui sont allés, c'est de faire des essais à micro-parcelles. Comme j'ai entendu parler notamment des collègues qui font des essais aussi. Enfin, j'ai eu des expériences de voisins, par exemple, dans le sein de la CUMA, qu'on a investi à l'Écodine. J'ai des collègues adhérents de la CUMA qui sont lancés à changer de technique de semis sous couvert, semi-direct, dans des parcelles entières de plusieurs hectares. Et ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche pas, ça coûte très 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 cher.
de là même à mettre en péril l'activité économique. Donc, et moi, j'ai plutôt essayé de faire des essais en micro-parcelles, et effectivement, si ça marche, on renouvelle un peu plus grand. Et je prends la précaution de renouveler ça plusieurs années avant de le vulgariser au sein de la ferme. Donc c'est peut-être pour ça, mon témoignage, certains trouvent, a semblé être modeste en agriculture de conservation, puisque je travaille assez le sol finalement, sous plusieurs formes. Mais je prends les précautions. Bon, à tort raison, mais ça peut, faut être à faire des essais, à être précurseur, à tenter de nouvelles choses. Alors, quand on est agriculteur, voilà, quand on est agriculteur, ça peut coûter cher, donc il faut être vigilant, il faut, par petits essais, je dirais, tenter des essais. Avec le matériel que l'on a, parce que souvent, c'est du matériel spécifique, qu'on n'a pas forcément sous la main. Nous, grâce à la CUMA, on a pu investir et atténuer ce coût de matériel spécifique. Donc après, c'est à chacun de voir en fonction, mais ouais, des petits essais, de ne pas prendre trop de risques pour se planter. Ok, merci Philippe. Julien, Patrice, t'es où? Donc à la question des voisins, alors c'est marrant parce que j'ai deux voisins en tête et j'ai envie de dire je ne ferai pas la même réponse à, à ces deux voisins. Vas-y. Parce que pour moi la réponse elle doit déjà intégrer le fait d'où part l'agriculteur. Et par exemple les deux voisins que j'ai en tête ils ne partent pas du même endroit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en agriculture, qui a, je pense déjà une démarche de réflexion autour du sol et déjà pas mal intégré de paramètres, ce qui fait qu'il est plus très loin. Et donc là j'aurais tendance à aller le pousser un peu plus vite. Et l'autre à le freiner en disant, là, je pense qu'il a des sols qui sont un peu cramés quand même, et c'est pas lié à lui, il vient de reprendre cette ferme-là. Il a très envie d'y aller, et là, j'aurais tendance à lui mettre le pied sur le frein en disant, sécurise, fissure, restructure, remet des couverts. Je pense qu'il faut bien prendre en compte son point de départ, et on n'est pas tous égaux là-dessus. Très bien, merci. Patrice? Je pense que le point de départ serait l'échange. Je pense qu'une association comme les Décompactés de l'ABC qui vient de se créer va être franchement précieuse pour ça. Le CIVAM Bio a fait son boulot et continue à le faire très bien aussi en animant des groupes de travail entre agriculteurs. Lorsqu'on a envie aujourd'hui de s'engager dans cette direction-là, je pense qu'il faut commencer par là. Quand on a démarré nos démarches, on était franchement isolés, on a bouiné, bricolé de notre côté en fonction de notre intuition, de ce qu'on avait vaguement lu quelque part, de ce qu'on nous a raconté qui était peut-être vrai. On a réussi des trucs, on a raté pas mal. Fallait vraiment y croire. Là, je trouve que constater que plus de 200 personnes se déplacent sur le sujet, je suis certain que parmi ces gens-là, il y a pas mal de gens qui pratiquent déjà, d'autres qui ont très envie, qui ont encore plus envie peut-être demain. Donc échanger, rencontrer des gens qui ont des structures, des sols qui vont ressembler aux siens, c'est un préalable. Et puis après, peut-être lorsqu'on est dans des systèmes en polyculture élevage, donc avec la possibilité de valoriser un échec en fourrage, on prend moins de risques. Donc si on va chercher, par exemple, un mélange céréalier en technique sans labour, on ne prend pas trop de risques. S'il ne peut pas aller jusqu'à la moisson, il ira bien jusqu'à l'ensilage. On ne prend pas trop de risques. Ok, merci beaucoup. Du coup, tu me tends une perche pour la prochaine question, donc pour Robin, peut-être. Donc, tu t'évoquais, Patrice, donc forcément la question toujours de donc ce côté ABC, un peu réduction du travail du sol en système céréalier. Du coup, Robin, toi, c'est un agriculteur que tu pourrais rencontrer en formation, en suivi divers, qui serait donc justement céréalier et qui te demanderait les clés de l'ABC en système céréalier. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je vais reprendre les réponses d'avant. Non, mais effectivement, tout dépend d'où ça démarre. Après, moi, ça rejoint un petit peu ce que tu disais juste avant. Effectivement, j'ai de plus en plus l'impression que les leviers dont on dispose aujourd'hui, alors le labour dans certains cas ou fertilisation, c'est des choses qui font un impact très fort, trop fort, voilà, que c'est des équilibres et qu'on paye finalement, c'est des gros déséquilibres qu'on met en place. Donc j'essaierai toujours d'y associer ce côté de quel impact ça va avoir, la pratique que je vais avoir et comment je vais pouvoir atténuer son impact.
Et donc, du coup, je remiserai effectivement sur, et là, je pense que les présentations d'aujourd'hui ont bien montré, sur le volet le végétal, voilà, de dire si nous, nos pratiques, on a un impact trop fort, bah, via le végétal, on peut en avoir un impact un peu plus doux, sous réserve de lui créer les conditions aussi pour lui permettre de s'exprimer. Alors, végétal en culture, en couvert, temporaire, permanent, finalement, chacun trouve son système. Mais là-dessus, dans les différentes techniques qu'on a présentées, bah, lui donner les conditions. Moi, le côté alors fissuration ou autre outil, mais en tout cas, question structure physique du sol pour permettre de s'implanter, de s'enraciner et de pouvoir coloniser les différents horizons du sol. Et la question de comment je le réintègre, voilà, qui est, je pense, pas assez traité. On se dit, il a fait le boulot avant, bah, comment on peut valoriser cette matière verte. Voilà, je pense que là-dessus, on commence à avoir des outils, il n'y a plus qu'à avoir des résultats. Très bien, merci. Et pour finir, donc, Quentin Sangers qui nous rejoint sur ce plateau. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es et puis qu'est-ce que cette association des décompactés de l'ABC, dont il y a plusieurs personnes qui ont commencé à en parler. Si tu peux nous présenter ça. Oui, bonjour, moi je suis l'invité surprise. Je suis ravi d'être là parmi vous tous. Et du coup, cette association des décompactés de l'ABC, ça part du constat, déjà, ça s'appelle décompacté de l'ABC. Ça porte bien son nom. C'est qu'en fait, l'idée qu'on se dit même avant de faire quoi que ce soit sur une parcelle, dans un contexte, c'est se dire qu'il faut être décompacté, ouvert d'esprit, décompacté du cerveau. Ça vient un peu de là. Et se dire que souvent dans un sol, le premier truc qu'on risque de faire, si on a un sol, on l'a vu largement aujourd'hui, si on fait du travail du sol, c'est souvent on va chercher une fertilité physique qui va ouvrir les autres portes de la fertilité biologique, chimique. Et donc on va décompacter le sol. Et l'amont, c'est presque pour changer de pratique. Et l'ABC aujourd'hui, il y en a qui disent que c'est un projet de carrière. On n'a pas tous les éléments. C'est un peu une caisse à outils de pratique, différents curseurs sur lesquels on peut jouer, qui doivent toujours servir en général à un triptyque d'objectifs qui est de vivre d'abord de mon métier d'agriculteur, sortir une production pour que les gens puissent la consommer, et préserver mon outil de travail. Donc cette association qui vient d'être créée, c'est pas une nouvelle chapelle, ça vise à faire le lien au niveau national entre les différents réseaux qui existent, que ce soit GAB, Chambre d'agriculture, CIVAM, Réseau vert de terre production et tous les nouveaux réseaux qui se créent d'émergence citoyenne ou agricole. Et voilà, enfin, l'idée est là, elle est peut-être utopique. En tout cas, suite aux différentes rencontres qui ont eu lieu à Rambouillet et l'an dernier, dans 2020, dans le Gers. Donc cette association, elle a pris forme en ce début d'année et elle est en on va dire trois volets. Il y a un volet, c'est de participer à l'organisation des rencontres physiques une fois par hiver. C'est là en général où on a le plus de temps, quelle que soit la production. Donc on y est là. Merci encore beaucoup CIVAM Bio 53 et à Thomas particulièrement pour l'immense organisation. C'est pas évident et j'ai hâte d'être à demain. Donc une rencontre physique par an et du partage d'expérience de déjà ce qui se fait et d'essayer de partager dans un même cadre de référence toutes les pratiques qui se font. Donc ça, on s'est réunis déjà un peu en amont hier soir pour essayer de phosphorer sur comment on allait faire ça. C'est pas une mince affaire, il y a de l'information partout, donc c'est très bien et se dire que sur ce sujet-là, comment on va essayer d'objectiver en contextualisant et rendre disponible. C'est un peu ce que disait Patrice. Et le dernier volet, qui moi me fait être là en tant que bénévole et ancien animateur GAB passionné, c'est d'aller plus loin. Et d'aller plus loin en ABC, pour moi, c'est travailler sur ce sol, effectivement, sur les équilibres de sol, réfléchir le sol vis-à-vis d'un contexte ABC. Donc sur les fermes, les agriculteurs qui essayent de travailler ce système-là. Travailler le végétal, on l'a vu par pointillé aujourd'hui dans toutes les interventions, c'est-à-dire qu'en fait la génétique est centrale et on sort de... Enfin, on n'en sort pas, mais on est dans... Depuis 80 ans, la génétique, elle est développée dans un système agrochimique. Il n'y a pas de jugement sur ça, mais c'est un fait. Et donc du coup, on a des plantes qui sont adaptées à dominante à ce système-là, ou des variétés anciennes qui n'ont pas subi les évolutions de rendement ou autre chose, donc qui ont d'autres problématiques. Donc il nous manque quelques cartes, et donc il y a un gros volet à développer, à travailler la génétique des plantes. Voilà, donc il y a aussi une dynamique de recherche-action, de faire de la recherche sur les fermes, en partenariat
On est en train de travailler en réflexion avec Gaillago, Francis Bucaille notamment, et l'INRAE. Et c'est totalement ouvert, donc je ne l'ai pas dit, c'est une association qui rassemble des agriculteurs et toutes les gens sympathisants qui sont intéressés par le sujet ou qui considèrent que l'ABC c'est peut-être pas intéressant, mais quand même finalement ça me permet d'étayer mon propos à l'inverse. Donc en fait c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe et on est très inclusif. C'est l'idée, tant qu'on se respecte et qu'on échange sur des fondements scientifiques, on va dire. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc maintenant, il est 17h30 à peu près. On va finir d'ici une demi-heure. Donc je vous propose de reprendre un petit temps de questions. Voilà, c'est le moment, toute la frustration que vous avez eue dans les temps de questions assez courts avec ces intervenants. Ça peut être des questions aussi entre vous dans la salle, différentes questions. Oui, donc c'est quoi l'ABC finalement, si vous pouvez nous... Peut-être préciser à qui vous posez la question. À tout le monde. Donc on est là jusqu'à minuit. Qui veut répondre? Je me permets de répondre. Pour moi, c'est l'agronomie. Non, mais c'est ça. Oui, c'est l'agronomie. En fait, c'est une boîte à outils. Et je trouve qu'Alain Peters l'a un peu défini tout à l'heure. Chacun se l'approprie. Un peu pour moi, enfin, si on doit trouver une vraie définition, et c'est un peu le FIBUL, je crois que c'est Maurice Clerc qui avait fait une publication sur ça, AB plus AC égale ABC. Donc c'est les fondements de l'agriculture de conservation liés au bio et à la thématique bio indépendante du cahier des charges. C'est-à-dire qu'en fait, en bio, on essaye justement de travailler les semences. Parce qu'on sait que les semences, ben, en fait, si je les travaille chez moi, elles évoluent dans mon écosystème et avec moi qui les utilise. Donc travailler les fondements de l'agriculture bio en lien avec les composantes de l'agriculture de conservation. Je crois que ça s'arrête là et il y a plein de choses à faire dedans. Je l'ai dit ce matin, je pense que c'est vraiment les fondements de l'agriculture biologique en fait. Et ils ont été peut-être petit à petit oubliés ou en partie par des cahiers des charges qu'on suit juste à la lettre. Sans lire, au final, quand on passe en bio, on ne va pas forcément lire tous les fondements de l'agriculture biologique qui ont été écrits au départ. On va apprendre à comment respecter le cahier des charges. Et aussi avec une partie qui est mise en plus en avant peut-être par les médias ou l'industrialisation d'une partie de la bio. On imagine que la bio, ça devient ça. Mais les fondements de la bio, pour moi, c'est l'ABC finalement. C'est produire en respectant et durablement. Rajouter une petite chose, moi j'aime bien l'histoire et j'aime bien qu'on s'inspire des réussites et des échecs de l'histoire. On a trop souvent tendance à oublier cette approche. Et en fait, l'ABC, c'est pas nouveau. D'abord, l'agriculture bio, c'est pas nouveau. Ces débuts datent du début du XXe siècle, hein, donc il y a plus d'un siècle et 20 ans à peu près. Mais il y a eu, notamment en Suisse, avec Roche et Müller, pour ceux qui connaissent, Roche a écrit notamment La fécondité du sol, et ils ont rêvé de réduire le travail du sol, d'arrêter le labour. Et vraiment, il y a eu des tentatives sérieuses de le faire à l'époque. Ils étaient persuadés que la bio devait arrêter de labourer. Donc cette idée n'est pas nouvelle. Mais à l'époque, ils ont échoué, je pense, pour au moins une raison, c'est qu'ils n'avaient pas le matériel adapté. Et une deuxième raison, c'est qu'ils n'avaient pas les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Et donc, il faut être modeste et se dire qu'on ne fait que relancer une vieille idée, mais aujourd'hui, on peut réussir. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Alors, peut-être d'abord pour Joséphine et Alain, mais je pense que les agriculteurs pourront peut-être avoir aussi un mot à dire. Moi, je me posais une question. On a parfois l'impression qu'il y a des agriculteurs, qu'on peut qualifier un peu de pionniers ou très avancés, qui maîtrisent des systèmes qui peuvent paraître être des échecs dans certaines parcelles expérimentales ou stations de recherche, justement parce que c'est des choses qui marchent quand c'est dans un système qui a évolué, qui est, on va dire, mature, et qui peut ne pas marcher quand on est sur des approches très facteur par facteur.
Et du coup, ça me fait un peu me poser la question aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ça en tant qu'agriculteur, quel pourrait être l'apport des scientifiques? Est-ce que vous ressentez un besoin de collaborer avec des scientifiques pour un petit peu, je sais pas, valider ou travailler peut-être avec une rigueur particulière sur les essais pour derrière leur donner un peu plus de portée ou en tirer plus de choses pour vous, pour votre enseignement? Et aussi du côté chercheur, comment est-ce que vous voyez votre place, vous, dans tous ces essais qui sont sur les fermes et pour lesquels peut-être les chercheurs n'ont pas toujours la visibilité? Je commence. En fait, il faut un peu séparer ce qu'on cherche. Enfin, il y a plein d'essais systèmes en recherche aussi, qui sont avec des visions holistiques, ça s'appelle des essais systèmes, et qui sont dans cette idée de ce que va faire un agriculteur. C'est-à-dire qu'il va mettre en place un système, il va tester son système. Et donc, dans un essai système en recherche, on a le droit de modifier en cours de route. Et donc, ce qu'on évalue, c'est on se fixe des objectifs. Je veux atteindre ça, ça, ça. Je mets un système en place et je vois si j'y réponds. Et si j'y réponds pas, qu'est-ce que je modifie là, les boulons là qu'on modifie. Et en fait, ce qu'on va généraliser en tant que chercheur, c'est ce qu'on appelle les règles de décision. C'est je vais jouer sur ce boulon là, ça a changé ça. Ah tiens, est-ce que ça marche dans tel contexte, tel contexte, tel contexte? Mais par contre, on ne pourra jamais faire de relation de cause à effet. On ne pourra jamais dire c'est ça qui a produit ça. C'est pas possible, puisqu'on fait tout varier. Donc ça, on le fait en recherche. Il y a des essais systèmes, beaucoup. Il y en a à l'INRA, il y en a un peu partout. On fait ça aussi avec les agriculteurs. Des fois, quand même, on travaille ensemble. Voilà, on a des banques chez les agriculteurs. Donc, on va être plus dans une... Là, ça va être plutôt, on va généraliser un peu ça marche pas, mais en essayant un peu de le formaliser, capitaliser, mesurer et pouvoir... Et les essais analytiques ou factoriels, c'est vraiment la cause à effet. C'est de dire, j'ai modifié ça et c'est ça la cause de ce que j'observe. Et des fois, ça peut être très complémentaire, les deux. Parce qu'il y a des fois, on aimerait bien quand même savoir à quoi c'est dû. Pourquoi là, mon système racinaire, il descend et pourquoi là, il ne descend pas? Et ça, si on veut le démontrer, on a besoin de bloquer des facteurs qui ne seront pas la réalité, mais au moins, on pourra dire le système racinaire, il est descendu parce que telle raison, telle raison. Et ça, on pourra l'extraire et l'utiliser, le mettre dans des revues, et puis après, les agriculteurs, ils feuillettent la revue, puis ça fait tilt. Et puis ils disent, ah tiens, ça c'est intéressant, je pourrais le tenter, et ils l'adaptent chez eux, quoi. Et on sait bien que ça ne va pas être la vraie vie pour tout. C'est toujours... mais c'est... si je joue sur ça, ça va modifier ça, ça va faire ça. Et donc, moi, je peux essayer de l'intégrer dans mon système. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout antagoniste. On peut avoir les deux. Les deux apportent des choses complémentaires, en fait, en recherche. Et alors, la dernière chose sur les pionniers, on va les voir nous aussi. Hein. Moi, Vence, j'ai été le voir en 2004. On va tous voir les différents pionniers. On apprend d'eux. Mais c'est pareil, leur système marche très bien dans leur contexte. Avec, moi, je me souviens de chez Vence, ils vendaient je ne sais pas si c'est encore vrai, un boulanger. Enfin, c'est un système très particulier. Et moi, je reviens en plaine de l'Ain. Je ne vais pas appliquer ça. Enfin, je ne vais pas dire aux agriculteurs de faire la... Donc, en fait, les pionniers, ils ont un rôle très intéressant d'échange, de capitalisation, d'exemple. Nous, on s'en sert aussi en tant que chercheurs, mais après, on va modifier quand même les systèmes et les essais un peu où on est aussi. Oui, je peux embrayer là-dessus. Je suis d'accord avec Joséphine, évidemment, que les deux approches sont complémentaires. Maintenant, si on veut parler franchement, la plupart des chercheurs étant des réductionnistes ignorent ce que c'est qu'une approche holistique et sont même franchement contre et considèrent que ce n'est pas de la recherche. Alors moi, je rappelle quand même que... je rappelle quand même que... non, mais la recherche réductionniste a été très efficace. On met 3 doses d'azote, on voit le rendement qui augmente. Bon, elle est très efficace pour résoudre des problèmes simples, mais elle est inefficace pour résoudre des problèmes complexes. Et elle peut venir en appui à la recherche holistique, mais c'est la recherche holistique qui doit avoir le lead quand on parle de problèmes complexes, de changement de société, de gestion du risque, de l'approche de l'agriculture durable ou de développement durable, d'une façon générale. Et alors, l'approche réductionniste reste très utile en appui.
Mais je rappelle quand même que Darwin, vous connaissez Darwin, il a quand même inventé la théorie de l'évolution. Le gars, il n'a jamais fait un essai en 4 répétitions, quoi. Il s'est basé sur des observations. Wilson, qui est le père de la théorie des îles, qui est très importante d'ailleurs pour le réseau écologique, qui a eu un apport essentiel à la biologie au cours du XXe siècle. C'est un des génies du XXe siècle. Bon, il est mort il y a 3 semaines. Il n'a jamais fait d'essai en répétition, il n'a fait que des observations. Moi, je pense qu'il y a un pouvoir de l'observation qui est complémentaire à des approches analytiques, qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que quand on travaille avec des groupes d'agriculteurs, et donc moi, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est, après avoir développé le système, c'est de donner des formations, des conférences, etc. Et puis aussi, je viens de créer une association où on va travailler avec des groupes de 10 agriculteurs pour faire un peu ceci, mais en plus petit, quoi, et en multiples petits groupes, pour échanger des expériences, pour transférer aussi des expériences, faire des tours de plaine. On a un système d'indicateurs agroécologiques qui nous sert d'analyse de la ferme et qui permet de voir quels sont les points forts, les points faibles, et que les gens qui ont des points forts expliquent aux gens qui ont des points faibles sur le même aspect comment ils font, etc. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant pour accélérer la transition agroécologique. Alors ça, c'est pas de la recherche, on est d'accord, mais c'est du développement de l'agroécologie, de l'ABC, en adoptant cette approche holistique. Bonjour, donc moi je vais reprendre une question de Thomas tout à l'heure, mais en la reprécisant. Donc la question de si un agriculteur vient vous voir et vous demande moi je veux passer à l'ABC, vous lui dites quoi? Mais en précisant, donc je vais juste vous décrire un peu mon contexte pour que vous compreniez ma question. Donc moi je suis animatrice d'un groupe notamment de céréaliers qui sont en agriculture de conservation mais pas en bio, et qui, s'ils étaient là, j'entends déjà leur petite voix qui dirait oui, mais c'est pas du semi-direct. Pour eux, c'est vraiment aucun travail du sol, ni désherbage mécanique. Voilà, pour eux, c'est ça l'agriculture de conservation des sols. Et donc, avec toutes les problématiques que vous imaginez, glyphosate et compagnie. Et donc, en tant qu'animatrice, moi, je fais quoi pour essayer de les amener vers l'ABC? Bon courage pour me répondre. Je me lance. Qu'est-ce qu'on conserve? Si l'idée est d'aggrader le sol d'un point de vue carbone, on l'a démontré, on y arrive. Si l'idée c'est de conserver de l'air, de la porosité dans le sol, je pense que si on s'abstient de tout travail supérieur à 3 cm, on ne prend pas trop de risques. Lorsqu'on est juste dans de l'épluchage, lorsqu'on est juste au-dessus du feutrage racinaire, le passage des outils est moins impactant, beaucoup moins impactant que si on est déjà à 5 ou 6 cm. Donc je pense que déjà si on supprime le glypho, qu'on le remplace par un scalpage très très superficiel, même imparfait, hein, c'est pas très grave s'il reste 10-15% de plantes encore enracinées. On arrive à faire un boulot qui est acceptable. Et puis il y a quand même des gens qui arrivent à faire du semi-direct avec sous couvert végétal roulé, quand même. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Ouais, je crois que moi, ce que j'avais vu des groupes qui étaient en agriculture de conservation, qui venaient nous voir et qui voulaient faire de la bio, c'est ils partaient avec aussi un système un peu bloqué, ce que vous disiez, avoir l'esprit ouvert. Ils étaient sur leur système et ils voulaient juste trouver le levier au glyphosate. Il y avait eu plein de trucs, il y avait des huiles. Enfin, ils cherchaient plutôt le levier au glyphosate que de repenser leur système pour vraiment essayer de faire, Alors, c'est possible de faire un peu de semi-direct en bio, sous couvert roulé.
l'intégrer dans une rotation, il faut encore travailler, mais je pense que c'est un des points clés et qui n'est pas du tout facile, et moi je ne suis pas conseillère, mais c'est de ne pas chercher à trouver comment on remplace ça par autre chose en bio, mais de tout penser le système dans sa globalité. Je reprends le micro. Je pense qu'il faut faire gaffe à ne pas se laisser écraser par un dogme aussi. Lorsqu'on bricole un petit peu, là, on touche un petit peu la terre. Des fois, on essaie de le faire le moins possible. On va dans une direction, mais on s'est rien interdit en fait. Et il n'y a rien de plus paralysant que les interdictions, surtout celles qu'on s'afflige. Oh, tu t'es interdit le glyphosate quand même. Non, après, je pense que c'est une histoire de... C'est quoi l'objectif, en fait, de l'agriculteur? C'est juste de faire du semi-direct? C'est quoi? C'est de créer une ferme qui soit vivante, de vivre de son métier? Quel est l'objectif, en fait? Puis après, à chacun de définir la méthode. Il n'y a pas de... Oui, oui, c'est peut-être... faut rentrer là dans le philosophique après, peut-être. Savoir que les phytos, c'est dangereux pour leur santé. Et puis, on est là pour nourrir l'homme. Voilà, est-ce que... Voilà, dogmatique, s'intéresser. Ça va plus loin, après, c'est plus profond, quoi. Donc. Oui, je voulais réagir vite fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de faire des essais en micro-parcelles pour éviter d'avoir des risques économiques. Ça m'est arrivé de me planter en système labour sur les grandes parcelles aussi. Donc, je pense qu'on n'évitera pas des essais de plein champ avec des petites conneries et sans avoir besoin de revenir ou d'avoir un plan B. Après, ce qui serait important, vous avez parlé de métadonnées, de toutes les expérimentations qui sont faites pour les agriculteurs, pour pouvoir remonter un petit peu de données ou d'expériences et qu'elles soient valables. Nous, ce qui serait intéressant, c'est que les agriculteurs, on ait un minimum de base scientifique pour établir un protocole, pour savoir comment faire un essai, comment faire des répétitions, avoir où est-ce qu'il faut mettre la zone témoin. Et ça, je pense qu'on pourrait avoir une super manière de développer les choses et de pas rester simplement sur le oui, c'était plus joli ou c'était moins joli, et d'aller jusqu'à la récolte aussi. Ça, c'est ce qui manque avec les EM. Tout le monde en parle des EM, mais il n'y a aucune expérimentation. Sur Internet, on voit 2 expériences sur les radis qu'on poussait en 3 semaines. C'est tout ce qu'on voit. Voilà. Il faudrait à un moment, je pense que c'est pas très compliqué, mais il faudrait que les chercheurs ils nous donnent un petit peu des billes pour savoir comment mettre un essai simple, et puis comment éliminer tous les biais qui sont visuels ou pas visuels. Voilà. Je voudrais continuer à réagir sur ce thème-là. Et personnellement, on a une frustration de manque d'accompagnement par rapport à nos essais. Le mot pouvoir d'observation me plaît bien, qu'Alain a mis en avant. C'est soit la recherche ou des animateurs, des instituts, qu'on ait des possibilités d'avoir des moyens à nous accompagner dans nos souhaits d'essais ou nous proposer des choses. Et la frustration, souvent quand on fait un essai, c'est que au moment de la récolte, on est tous un peu à la bourre, etc. Et du coup, l'essai, hop, est avalé avec le restant de la parcelle et on ne sait même pas quelle est l'incidence du rendement. C'est souvent cette frustration-là qu'on peut avoir. Donc si on peut avoir de l'accompagnement technique ou autre, scientifique, pour vraiment avoir une belle conclusion de cet essai-là, on a souvent cette frustration de ne pas aboutir à un essai qui devrait être mieux fait. Et effectivement, c'est un manque d'accompagnement et il faut trouver des moyens. Ouais, moi, je voudrais juste renchérir là-dessus parce que j'ai vraiment le même sentiment. Donc là, ça fait vibrer. C'est vraiment un sentiment de frustration. Je crois que, mais après, ça, c'est de la volonté politique. Mais si on dit que demain, l'agroécologie, c'est l'agriculture de demain, c'est clair qu'aujourd'hui, force est de constater que les moyens financiers, politiques qui sont mis en œuvre pour accompagner cette agriculture, c'est encore balbutiant, c'est encore faible.
C'est un petit élément, mais Joséphine connaît ça aussi mieux que moi, j'en suis sûr. C'est qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a un concept très à la mode, et parfois il faut choisir les modes, suivre les modes, pardon. C'est le concept de Farm Lab, donc de laboratoire en ferme, comme on dit. Et ça permet d'associer une équipe de recherche avec un réseau d'agriculteurs. Il y a des budgets pour ça dans le cadre de projets européens. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de vous insérer dans un de ces réseaux de Farm Lab, parce qu'effectivement, on n'a pas le temps. Bon, moi, je suis un chercheur au départ, mais quand j'ai développé le truc, j'avais pas le temps toujours de mesurer les rendements, ou enfin, on faisait passer la benne sur un pont bascule, mais il y a des tas de choses qu'on n'a pas le temps de mesurer, quoi, et qu'on aimerait bien connaître plus en détail, et ça serait utile, c'est certain. Donc les Farm Labs. Moi, j'aurais une autre remarque ou une question peut-être au-delà des effets négatifs ou voire positifs d'un travail profond par le labour. Il y a un élément qui est souvent très peu abordé et peut-être en réponse aux agris qui sont en agri de conservation en conventionnel, c'est l'impact que peuvent avoir les produits phytosanitaires sur la vie, sur le sol et sur la vie du sol. C'est, j'imagine, extrêmement compliqué à calculer, à définir, sans doute à expérimenter, mais c'est une question importante à mes yeux. Est-ce qu'il faut répondre ou... Non, mais en fait, moi, je ne suis pas spécialiste des phytos du tout, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans la bio, en recherche. Mais il y a des équipes quand même qui regardent un petit peu, à l'INRAE, l'effet des phytos sur la biologie des sols, sur microbiologie, vers de terre. Il y a des choses quand même qui se font pour regarder. C'est extrêmement compliqué parce que le phyto, ouais, il bouge dans le sol, il se dégrade, c'est une nouvelle molécule. Et en plus, c'est pas blanc ou noir. Alors des fois, ça va pas être la mort ou la vie, ça va être la reproduction, ça va être le développement. Enfin, c'est voilà. Donc mais il y a de la recherche quand même dessus. En tout cas, à l'INRAE, moi, j'en connais des chercheurs en écologie qui regardent quand même ça, l'écotoxicologie des phytos. Oui, j'aimerais revenir moi sur les moyens financiers. C'est vrai que c'est moi, ça fait sur le non-labour, quand j'étais à l'école, on travaillait déjà avec ça, donc ça date un peu, ça fait 22-23 ans, et c'est toujours le même souci. C'est comme l'agriculture bio. L'agriculture biologique, en ce moment, il n'y a plus d'aide. Financière, on voit qu'il y a des produits, il y a des prix dans l'agriculture bio, il y a des prix qui diminuent, il y a des ventes qui diminuent, parce que c'est clair et net, au niveau national, même des fois au niveau européen, on s'en moque complètement. Donc oui, il y a des chercheurs, il y a des aides, il y a des gens qui travaillent sur l'agriculture bio, sur l'agriculture de conservation, mais on manque énormément de moyens parce que ce n'est pas rentable économiquement. C'est comme pour les semences. Moi, j'ai été sélectionneur dans la semence pendant une dizaine d'années. Le plus rentable, c'est quoi? C'est de faire du maïs parce que c'est un hybride. On fait tout simple, on s'en fout complètement. C'est faire du fric à court terme au maximum. Donc la sélection, ça fait 10, 20, 30 ans qu'on en parle. On dit qu'il faut changer les sélections. On le fait, nous, entre agriculteurs, mais c'est clair, on n'avance pas vite. Et moi, je vois, ça fait 10, 20 ans qu'on répète les mêmes choses. Et c'est clair, on est là, c'est très bien ce qu'on fait. Mais tant qu'il n'y aura pas les moyens financiers, politiques, ça va avancer très lentement, très lentement. Et on le voit en ce moment. Et ceux-là qui veulent dézinguer la bio en ce moment, ils sont très heureux parce qu'ils disent, vous voyez, les filières, elles sont complètement... Bon, là, c'est un autre sujet, mais les filières, le lait, c'est complètement bloqué, tout ça. C'est parce que c'est les mêmes principes, quoi. Et l'ABC, pareil, tant qu'on n'aura pas le moyen financier à fond, on pourra travailler. C'est très bien ce qu'on fait, mais c'est difficile qu'on voit qu'un chercheur travaille en France sur le bio pour 100. En Suisse, c'est combien? C'est plus. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, mais bon, on avance doucement, mais sûrement. Mais il faut être positif, on va y arriver, mais voilà, c'est énervant. Je voudrais juste rajouter un petit point, en fait, comme Julien nous avait présenté tout à l'heure, une approche économique. C'est un des seuls qui a fait une approche économique dans ce qui a été présenté aujourd'hui. Et je remercie parce que nous, notre souci en tant qu'agriculteurs, c'est quand même de vivre de notre métier. Et tous les choix que l'on fait stratégiques, qui peuvent être un peu fous ou plus raisonnés, ils sont quand même pilotés aussi par cette facette-là économique.
parce que la durabilité, pour l'agriculteur, elle est avant tout économique, quoi. Et donc c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi aujourd'hui avoir plus de données en fait chiffrées économiques sur l'ensemble des présentations. C'est compliqué pour les agriculteurs de raisonner des choix sans approche économique. Et donc Julien, par exemple, il a apporté une approche économique, mais il n'a pas chiffré en fait le coût réel en fait de ces expérimentations qui sont, on va dire, profitables pour tout le monde. Et donc en fait, en tant qu'agriculteur, on se rend compte que là, on est chercheur, on est expert, on est innovant dans nos pratiques. Et je pense qu'il faut vraiment en fait avoir cette vision-là en tant qu'agriculteur, c'est que il faut compter son temps de travail et on a des innovations à apporter à la société et au monde agricole. Et donc, comment faire pour que la recherche s'intègre dans ce processus? Il faut vraiment reconsidérer finalement la place de l'agriculteur. L'agriculteur, aujourd'hui, nous, on s'est engagé en bio, on transforme, on fait de la vente directe, on remplit tout le cahier des charges du projet Farm to Fork. On n'a plus le temps en fait de faire tout ce travail-là. Et on ne peut pas être en plus bénévole pour des projets de recherche, travailler avec des chercheurs qui sont payés un certain salaire mérité. L'agriculteur est toujours bénévole dans cette histoire. Moi, ça me pose, alors à part quelques projets de recherche participative qui émergent, merci Joséphine, excuse-moi, je ne vais pas... Non, mais il faut nous, ils ne sont pas bénévoles dans nos recherches, les agriculteurs. Eh ben, c'est très bien. Voilà, ils sont financés sur la base, et pas que de perte de rendement, de temps de travail aussi, supplémentaire. Voilà, ils sont toujours... Mais il faut trouver les financements à côté pour pouvoir les payer bien sûr. aussi. Mais ils sont financés. Ouais. C'est pour rebondir par rapport à la question qui a été initiée justement. Et je pense que cette vision-là est nécessaire en fait, et surtout dans nos thématiques ABC, où quand on s'embarque à faire des innovations, en fait on prend d'énormes risques financiers. Soit acquérir du matériel, on n'est pas sûr qu'on va l'utiliser, qu'on va le rentabiliser sur plusieurs années, soit à prendre en fait des risques sur une certaine surface d'un essai, en plus qu'on peut même pas mesurer parce qu'en fait on n'a pas le temps. Et donc c'est vrai que c'est encore plus frustrant, quoi. Ouais, je vais compléter parce qu'effectivement, je suis ici tout au fond. Les deux dernières interventions, c'était plutôt dans ce registre-là aussi. Si on a parlé de globalité quasiment toute notre journée, et bien effectivement, notre travail s'inscrit dans un complexe global où on doit être reconnu en temps de travail. Et aujourd'hui, je pense que plus on fait de recherche, plus ça se rajoute à notre activité où aujourd'hui, jusque-là, on a peine à se rémunérer sur notre production. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est un des leviers pour plein de gens d'hésiter à changer parce que on a déjà du mal à être rémunéré quand on essaie de faire quelque chose de classique qui pose plein de problèmes, ça c'est sûr. Alors changer, ben, c'est très perturbant. Donc, et comme on a du mal à avoir du temps pour nos loisirs, nos familles, et ainsi de suite, ben, ça se rajoute. Et je pense qu'un des leviers, on l'a peut-être sous-estimé ou pas assez dit, mais c'est le levier humain. On a beau mettre beaucoup de mécanique dedans, il nous faut du temps pour observer. Et un des moyens aujourd'hui, c'est de rajouter des moyens humains sur nos exploitations. Et quand on fait le bilan, on a beau vouloir changer l'agriculture, et ça fait longtemps que certains en parlent, nous, nos réseaux, depuis longtemps aussi. Mais quand on voit la présence paysanne dans nos campagnes, elle diminue quand même. Donc en même temps, il faut être performant pour nourrir tout le monde, se débrouiller avec moins de carbone fossile, mais plus de carbone végétal. Et on nous incite aujourd'hui à produire toujours. Donc la solution, c'est développer les outils numériques, robotiques et génétiques. Et donc moi, je trouve que c'est très inquiétant demain pour qu'on arrive à s'affranchir des pesticides pour ceux qui sont encore en conventionnel. Mais nous, demain, en bio, effectivement, du pétrole et de la ferraille, eh ben, il faudra réinjecter de la main-d'œuvre humaine, du temps d'observation et de l'intelligence avec la vraie mixité élevage, polyculture élevage, mais là, vous l'avez souligné, répartie sur les territoires, pas forcément dans chaque ferme, mais mieux répartie sur les territoires, pour que demain, mais ça ne passera que si on remet des paysans dans les campagnes, de la main-d'œuvre dans nos campagnes. Et il va falloir les accueillir et effectivement qu'on soit reconnu bien plus que l'on l'est aujourd'hui pour tous ces services environnementaux et humains qui nous permettront de passer des caps. Voilà.
On se posait tout à l'heure la question de la définition de l'ABC. C'est vrai qu'il existe un référentiel pour l'agriculture biologique. Alors, dans l'ABC, on s'autorise le travail du sol. Est-ce qu'alors c'est de l'agriculture sans intrants qui s'autorise du travail du sol? Est-ce que dans un système en semi-direct où on s'autorise parfois le recours à des intrants chimiques, est-ce qu'on peut parler d'ABC? Dans ABC, il y a AB. L'agriculture bio, par définition, c'est une agriculture qui s'interdit l'usage aux produits chimiques de synthèse, quels qu'ils soient. Olivier, je voulais juste revenir sur le sujet sur le financement. En fait, moi j'anime et je vais chercher des financements avec des groupes au niveau de la région, au niveau de l'État. Enfin, et du coup, on a vraiment un vide juridique parce que dès qu'on demande un accompagnement financier aux producteurs, les collectivités territoriales nous répondent soutien abusif. Donc en fait, ça serait bien que ça change. Enfin, je pense qu'il y a encore des élus il y a des élus agricoles qui sont là, et du coup, il faudrait quand même aller un peu ferrailler avec les élus et les politiques, parce que on a vraiment, quand j'entends rendre service à la société, mais on est vraiment là-dessus, et du coup, il faut aller en opposition à ça, parce qu'on est bloqué. Nous, on aimerait bien rémunérer des systèmes, des essais, mettre un forfait. À chaque fois, on le demande et on nous dit non, c'est pas possible, la loi l'interdit. Enfin voilà, donc on est un peu coincé aussi, quoi. Enfin, voilà, c'était un peu une vision d'un animateur, mais on est un peu sur ce registre-là aussi, quoi. Moi, j'avais une question technique. En fait, je suis éleveur caprin. J'aurais très envie de passer au sans labour, mais puisque j'ai 25% de ma surface en céréales, le reste en pâturage. Mes chèvres pâturent 9 mois sur 12. Et mon gros problème, c'est le parasitisme. Et depuis que j'élève des chèvres, chaque fois, on me dit le labour, ça permet de casser les cycles de strongle et de parasitisme, en fait. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas qui peut me répondre. Mais est-ce que le fait d'être en sans labour, on peut avoir le même résultat en fait qu'avec le labour? Oui, le pâturage des chèvres reste quelque chose de délicat, hein, puisque la chèvre est particulièrement sensible à ces parasites gastro-intestinaux. En fait, à l'état naturel, elle ne pâture pas au ras du sol, les graminées, mais au-dessus, dans les buissons qui ne sont jamais en contact avec ces déjections. Et donc, elle n'a pas développé une résistance naturelle aussi bien que les bovins et même les moutons. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs réponses à votre question. D'abord, c'est le pâturage tournant, qu'on appelle dynamique aujourd'hui, peu importe. Je pense que pour des bovins, il n'y a pas une différence fondamentale entre 1 jour et 3 jours de temps de séjour par parcelle. Je ne sais pas si je vais me faire des ennemis peut-être dans la salle, mais bon, mais on peut argumenter là-dessus. Par contre, pour les chèvres, je vois bien l'intérêt de n'avoir un temps de séjour que d'1 jour pour limiter au maximum la contamination. Ça, c'est une première chose. Et le pâturage tournant est très efficace pour ça. Alors, si vous avez des prairies permanentes, c'est peut-être différent, mais ça dépend de la composition botanique. Mais si vous semez des prairies qui vont devenir permanentes, on peut introduire des plantes à tanins. Je pense aux plantains, lancéolés. Même le lotier est intéressant, et d'autres espèces qui sont un peu différentes des espèces classiques. Et en tout cas pas que des graminées, puisque les tanins parviennent à réguler, aident l'animal à gérer ces parasites gastro-intestinaux. Et alors, bon, il faut toujours essayer d'imiter la nature en agroécologie. Hein. L'agroécologie, ça n'est que ça. C'est imiter la nature. Les chèvres,
dans la nature, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent des feuilles de buisson. Il faut essayer de leur donner des feuilles de buisson, c'est aussi bête que ça, et pas seulement de l'herbe. Et c'est pas facile d'avoir des buissons dans les parcelles parce que elles abîment beaucoup et finalement elles vont éliminer les buissons. Mais on peut avoir des zones complémentaires où on récolte ne fût-ce que quelques fois par semaine et on leur balance des branches coupées. Donc on fait une cépée, quoi, une sorte de taillis adapté aux chèvres avec des espèces adaptées. Notamment les mûriers, c'est de loin les espèces les plus appétées par les ruminants d'ailleurs, pas seulement les chèvres, mais aussi des espèces indigènes. Voilà déjà 3 éléments qui peuvent aider. Et je ne pense pas qu'on soit obligé de labourer pour éliminer les strongles. En fait, vous le savez sûrement aussi bien que moi, c'est au stade E et jeunes strongles sont les UV qui tuent les parasites. Donc il faut... Et ça, pour avoir suffisamment d'UV, il faut des temps de retour sur la parcelle longs. Et comment est-ce qu'on peut arriver à ça? De nouveau en mélangeant des graminées dont la qualité alimentaire diminue très vite, et donc on doit avoir des temps de retour assez rapides avec les graminées, et d'autres plantes comme les légumineuses ou d'autres dicotyléens qui ont une dégradation de leur qualité alimentaire beaucoup plus lente. Et donc on peut avoir des temps de repos des parcelles, donc le temps de retour des animaux, de l'ordre de 45 jours dans des parcelles qui sont largement dominées par du trèfle blanc, d'autres légumineuses et quelques autres dicotyléens. Donc voilà encore quelques éléments qui me viennent à l'esprit comme ça. Et il y a quelques années, j'avais semé une parcelle pour des chèvres. On avait coupé la parcelle en 2. Un mélange peu productif mais riche en tanins, et l'autre moitié productive avec un mélange de graminées, mais dominé par des légumineuses. Et les parcelles étaient dessinées dans l'autre sens, donc les animaux avaient accès aux 2 mélanges dans chaque parcelle, et ils passaient de l'une à l'autre, comme ça, et ça marchait très bien. En tout cas, on n'a pas eu de problème de parasitisme important. Et on avait aussi planté des arbres et on leur donnait des feuilles de buissons. Très bien, donc il est 18h10-15, donc on propose une petite conclusion par donc Germain Goujon et François Marchand. Ouais, juste avant de remercier tout le monde, on n'a pas répondu à la question de madame là au milieu. Je ne connais pas votre nom. Ok. C'est une question intéressante. En fait, l'agriculture biologique, où elle est bien définie, la conservation des sols, finalement, je n'ai pas l'impression qu'elle soit si définie que ça. On sait, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de savoir quelles pratiques vraiment conservent nos sols. Et pour ça, ça veut dire les observer et partir du principe que juste pas du tout toucher le sol, ça le conserve. Je pense que ça peut être très réducteur aussi, quoi. Et on sait les échecs de l'agriculture de conservation sans couverts végétaux, par exemple. Donc je pense que l'agriculture de conservation, on est en train de la définir, on cherche. L'agriculture biologique, aujourd'hui, elle est cadrée. Donc voilà, c'était juste... c'est ma vision par rapport à ça. Avant la conclusion, merci à tous voilà, pour cette journée. Et je laisse... François Klopler. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Donc François Marchand, moi je suis, comme vous, en fait, spectateur depuis plusieurs années des rencontres de l'ABC. J'ai eu la chance d'avoir un mail il y a quelques années de Mathieu Archambault qui m'a dit un truc intéressant, c'est là qu'il faut être. J'y suis allé et en fait depuis, j'y suis à chaque fois. Et encore aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait de venir. Quand on voit les présentations du matin avec la richesse, alors c'est vrai que parfois il y a des choses qui peuvent choquer dans ce qui est dit, mais c'est un peu le but aussi, les interactions des uns des autres, les visions différentes. Je crois que c'est hyper riche et le plus fort, à mon avis, c'est les praticiens, ces agris là qui ont
non seulement ils ont écouté, mais en plus ils l'ont fait, ils l'ont testé. Avec, c'est pas avec modération. Hein. Enfin, moi, c'est chaud bouillant, quoi. Ce qu'ils font, c'est vraiment des tests. Moi, je suis un petit praticien par rapport à eux. Je suis vraiment un bleu-bite de l'agriculture de conservation, de l'agriculture biologique de conservation. J'ai beaucoup de respect, de modestie par rapport à ce qui est fait. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'échange qu'on a eu. Regardez les questions. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le matin, on s'est vite retrouvé à 13h30. Je ne sais pas vous, mais moi, c'était « Ah, il est 13h30 ». Et l'après-midi, bon, je ne me suis pas retourné, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a un ou deux qui ont dormi. Vous avez tous... Et ça, c'est quand même performant, je trouve. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment les rencontres de l'ABC. Je redis... Alors, parallèlement, je suis récemment secrétaire général à la FNAP des grandes cultures. Donc, je prends un peu ma parole politique pour dire que c'est vraiment ce genre de manifestation qu'il faut mettre en place, qu'il faut perdurer, qu'il faut financer, hein, parce qu'on parle de financement. Juste un mot là-dessus. Je pense qu'il y a un enjeu fort à aller se battre pour retrouver des financements, parce que moi qui vis à travers la FNAB et à travers l'ITAB où je suis, je peux vous dire que les haches sont bien fortes pour casser les financements de tous les côtés, et il faut vraiment qu'on se motive. Donc moi, je félicite déjà les organisateurs. On peut les applaudir, là, toutes les petites mains là, qui ont... Je ne vais pas citer tous les noms, mais Germain, Quentin et tous les petits cerveaux, enfin tous les gens qui ont participé, je vous félicite d'être venus. Ce que je vous encourage à faire, c'est dites autour de vous, c'était quand même pas mal et on reviendra. Et surtout, demain, on a parlé des compactés de l'ABC. Il y a aussi derrière vraiment du travail encore beaucoup plus puissant qui est en interne. C'est des compactés, mais parfois c'est presque les frapper. Quand je dis ça, je le pense. J'ai vécu des choses à Rambouillet notamment, et l'an dernier dans le Gers. Vraiment, moi je suis vraiment épaté de la capacité à ces gens qui osent croire à des choses et qui les font. Mais surtout qu'ils les partagent avec le côté positif, mais aussi le côté négatif. J'ai envie de dire, c'est ce qui est le plus important. Alors, je ne vais pas prendre plus de votre temps. J'ai la chance cette année, parce que les premières années où j'étais allé dans ces rencontres, j'étais parti avec mon bâton de pèlerin, je me retrouvais à Rambouillet, en Rambouillet encore, dans le Gers. Et chaque fois, quand je sortais, je disais, j'aimerais bien que mes copains du Grand Est viennent avec moi. Et jamais j'ai réussi à en amener. Sauf cette année. Et ils sont là, je voudrais les entendre, là, qui se manifestent. Allez, bougez un peu. Donc je suis content de les avoir amenés parce qu'en fait, ils m'écoutaient, mais j'ai l'impression qu'ils ne me croyaient pas. Aujourd'hui, je sais, j'en suis sûr, que maintenant ils me croient et que l'année prochaine, ils seront là. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que logiquement, normalement, l'année prochaine, les rencontres de l'ABC seront sans doute dans le Grand Est. Et je vous invite, si ça se met en place, venez nous rejoindre. Et j'en suis fier et je serai content de vous accueillir pour refaire encore une autre chose sur des sujets sans doute une approche différente, avec des intervenants différents. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez là où ça se passe. Bonne soirée et puis bon retour.